Alors, ce que j'ai pu apprendre, Christopher, c'est qu'au début du putsch, le président nigérien déchu, donc Mohamed Bazoum, était dans une résidence très sécurisée et c'est à partir de là qu'il a appelé Emmanuel Macron pour lui demander de l'aide. Les putschistes, lui a-t-il dit, sont environ 700 et vous avez dans mon pays 1500 soldats et qui pourraient intervenir et m'aider. Ça a été une fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron, même si officiellement aujourd'hui, on soutient officiellement encore Mohamed Bazoum, de façon, je dois dire, très hypocrite, parce qu'on se doute bien qu'il ne va pas revenir au pouvoir. Alors les États-Unis, du coup de leur côté, tentent de jouer leur carte et de placer leur pion, si je peux dire, dans cette instabilité? Alors vous avez raison, les États-Unis se sont engouffrés dans la brèche, même s'il y a, au sein de l'administration Biden, il faut le dire, des dissensions, des règlements de compte entre Anthony Blinken, le très francophile secrétaire d'État, qui prône la voie diplomatique, et puis James Sullivan, le numéro 2 de la Maison-Blanche, patron du Conseil national de sécurité, le NSC, qui est pour l'intervention militaire contre les putschistes. De toute façon, l'objectif des Américains est de conserver leur base de Niamey et celle d'Agadez au nord, d'où ils poursuivent dans le dos des Français, il faut que je le précise, leurs opérations anti-djihadistes avec leurs 1300 militaires. Si pour cela, il faut tirer un trait sur le retour à la légalité constitutionnelle, ils n'hésiteront pas. Les putschistes nigériens ne posent pas de problème. Ils savent que sans les capacités de surveillance américaine, tous leurs efforts pour combattre les djihadistes seront vains. Pour l'instant, en tout cas, Christopher, il n'y a pas de remise en question des accords de défense avec les Américains. Les Américains laissent leurs alliés français prendre les coups. Ils jouent leur propre partition, celle que j'appelle la partition des faux amis. Alors en quelques mots rapidement, Christian, l'avenir de la France militaire, l'avenir militaire de la France est-il menacé? La France avait fait du Niger la base principale, je dirais même unique, de ses opérations militaires au Sahel. L'avenir des 1500 militaires qui y sont déployés est aussi remis en question. La rhétorique anti-française prend de l'ampleur et tous les accords de coopération militaire signés entre la France et le Niger depuis 1977 ont été dénoncés, ce qui revient à exiger leur départ du pays. Pour l'instant, la question n'est pas posée, mais elle pourrait l'être à court moyen terme, en dépit d'un début de pourrissement de la situation. La team, je me devais de faire cette vidéo avant de fermer les yeux pour dormir cette nuit. Vous devez avoir cette information, car demain le président Laurent Gbagbo a convié à une conférence la presse nationale ivoirienne et la presse internationale. Et vous connaissez, tous ceux qui me suivent depuis le début, savent que je mène un combat de dignité et ce combat est incarné par le président Laurent Gbagbo qui pour moi est une référence en Afrique. Je me suis toujours dit que nous devons suivre ce monsieur parce que tous ceux qui ont écrit l'histoire ne sont plus là, mais lui il est toujours là. Et nous devons participer avec lui du mieux que nous pouvons. Parce que c'est l'un de ces chefs d'État qui ont décidé de combattre l'impérialisme. Mais qui a eu contre lui, souvent ses frères, souvent ses voisins, souvent même les gens de son même parti politique. Et pourtant, il a toujours tenu un discours en disant « Je mène un combat de dignité d'abord ». Le combat de dignité qui va faire à ce que si un Africain passe, on dit voilà un homme qui passe. Et ce combat-là, c'est d'abord ça qui nous rendra tout notre honneur et notre fierté. Et donc, je tiens à vous dire ici que demain, il va tenir une conférence. Et nous savons que pour cette conférence, il va nous délivrer un discours phénoménal. Donc, nous donner quelques mots sur la mort du président Henri Konan Bédié. Je suis sûr que c'est un sujet phare. Deuxième, vous allez avoir des propositions par rapport au cas du Niger. Troisièmement, il nous parlera du Mali et du Burkina Faso très certainement. Cinquièmement, il va nous parler certainement des élections qui arrivent le 2 septembre parce que c'est important. Troisièmement et sixièmement, il va certainement parler du cas de sa radiation et commencer à placer déjà les jalons de la ligne de combat que nous devons suivre dans les jours, semaines, voire mois à venir.
Dans la team, il est important que demain, vous tous soyez dans les premiers rangs. Ici sur notre chaîne, Jeune Conscient. Que vous soyez là avec des partages, avec des likes, avec des j'aime. Parce qu'il faut que je vous dise que depuis un bon bout de temps, il y a des personnes qui essayent de signaler notre compte parce que nous menons un combat de la dignité. Vous savez que ces personnes ne sont pas des personnes qui aiment la démocratie. Ils ne sont pas préparés pour débattre et échanger sur les idées. Ils aiment contraindre. Ils aiment avoir la dictature et nous obliger de suivre leur ligne éditoriale. Et donc, nous avons besoin de votre soutien. Pour le soutien de notre chaîne YouTube, il faut toujours que vous likez, que vous partagez massivement et que vous réagissez en commentaire pour que nous puissions toujours garder notre chaîne pour les informations. À côté de ça, je pense, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que vous avez suivi l'information sur ce qui se passe aujourd'hui au fils Idriss Déby. Je crois Mohamed Idriss Déby. Vous savez très bien qu'il a reçu l'actuel Premier ministre du Niger. Et depuis qu'il a reçu l'actuel Premier ministre du Niger, il est en train de recevoir sur sa tête toute forme de problème du monde. La rébellion qui a été formée en 2021, cette rébellion qui a tué le président Idriss Déby Itno, c'est la même rébellion qui, depuis quelques jours maintenant, est en train de se former en puissance et qui va attaquer le fils Déby. Mais pourquoi? La question que tous les panafricains se posent aujourd'hui. Est-ce que c'est un fait du hasard? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui au Tchad est quelque chose qu'on peut classer dans le rang des choses hasardeuses qui arrivent par hasard? J'ai envie de vous dire non. On n'a pas besoin d'être un grand politicien pour comprendre que c'est un règlement de compte. Parce que M. Mohamed Idriss Déby a décidé de recevoir l'actuel Premier ministre du Niger. La France va tout faire pour qu'il comprenne une leçon. La même leçon qu'on a fait comprendre au président Idriss Déby, père à son âme, Itno. C'est cette même leçon qu'on a envie de donner au fils Mohamed Déby aussi. Pour dire que vous êtes là en train de recevoir le Premier ministre du Niger. Et pourtant, nous disons que le gouvernement actuel du Niger est illégitime. Nous les appelons putschistes et nous n'avons pas encore eu la grandeur de les appeler présidents. Et pourquoi toi, tu commences à les recevoir? Parce que quand tu les reçois, tu leur donnes de la légitimité. Et pourtant, Mohamed Déby ne peut pas refuser de les recevoir. Parce que lui-même, c'est un faiseur de coup d'État. Je ne sais pas si on se comprend. Lui-même, c'est un militaire qui a fait un coup d'État parce qu'après le décès de son père, il n'a pas respecté ce que dit la Constitution. Il est un militaire qui a fait un coup d'État, mais qui a été adoubé par la France parce que garantit que ses intérêts n'étaient pas en danger. Mais maintenant que Idriss Déby et Mohamed Déby se rendent compte qu'à côté de lui au Niger, il y a ses frères d'armes qui sont en train de prendre le pouvoir. Alors il comprend un truc. Il comprend que peut-être, avec la complicité de ses frères, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, il est fort probable qu'il quitte même la France sans que rien ne l'arrive. Et donc, il se permet de recevoir qui il veut, en croyant qu'il peut se dire libre. Mais là, la France dit non. Et la France fait bouger directement la rébellion qui va certainement dans ces jours à venir, vu que ça a même déjà commencé, frapper d'une manière violente, mais encore la plus violente, l'actuel gouvernement du Tchad, qui est un gouvernement de transition, mais qui a été adoubé. De l'autre côté, vous avez aussi, comment dirais-je, les États-Unis d'Amérique, qui sont en train d'acclamer le Niger, et qui sont bien évidemment en train de continuer c'est-à-dire leur boulot, parce qu'ils ont un autre carnet, et ils ont un autre agenda. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous devez savoir que les États-Unis d'Amérique ont décidé c'est-à-dire de laisser tomber la France. Les États-Unis d'Amérique sont contre une intervention militaire. De deux, ils veulent continuer ce qu'ils font actuellement au Niger. Et ils ont dit aux autorités du Niger que nous savons que Bazoum ne sera plus président. Alors nous allons continuer à traiter avec vous parce que vous êtes au pouvoir, mais vous n'êtes pas un problème pour nous. Et donc, une fois de plus, les États-Unis d'Amérique viennent de mettre un zolo encore, c'est-à-dire un petit pont
à la France une seconde fois. Comme toujours, les États-Unis d'Amérique gagnent toujours la France. La France n'a jamais compris. Elle a toujours cru qu'en faisant quelque chose, les États-Unis considérés comme ses amis devaient apporter un soutien. Mais elle n'a jamais compris que les États-Unis ont toujours l'agenda caché et il n'y a que leurs intérêts qui les intéressent, mais pas pour vous. Une fois de plus, la France en voulant soutenir Bazoum va se retrouver ici en porte-à-faux avec des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique qui, eux, ont décidé depuis la nuit des temps qu'ils ne voulaient pas intervenir militairement au Niger. Bazoum a perdu le pouvoir, Bazoum c'est du passé. Il ne faut surtout pas oublier que Bazoum a trahi son pays. Après avoir perdu le pouvoir, Bazoum a été mis sur écoute et il a été écouté. Bazoum a créé des manigances avec M. Alassane Draman Ouattara qui sont indiscutables. Et rappelez-vous qu'après la mort, après la porte du pouvoir je pense, de IBK au Mali, vous savez très bien que M. Ouattara a eu des conversations avec, je crois, si c'est Ibrahim Cissé, quelque chose comme ça. Et ces conversations ont été retransmises c'est-à-dire aux Facebookers, à YouTube. Beaucoup de personnes ont écouté cet échange de M. Alassane Ouattara avec les opposants maliens pour déstabiliser le Mali. C'est pareil. Bazoum a été écouté parce qu'il était sur écoute. Lui, il pensait qu'il avait le téléphone de manière... Non, il a été mis sur écoute et il préparait un coup contre le Niger en appelant l'armée française d'attaquer le Niger. En disant comme explication, je cite, « Ici au Niger, ceux qui m'attaquent sont 700 putschistes et en Niger ici, nous avons l'armée française qui est 1500. Alors vous pouvez attaquer pour me rétablir au pouvoir. » Mais M. Macron a dit non. Il a clairement refusé cela. Et là, du coup, Bazoum se rend donc compte que le pouvoir, ce n'est pas ce qu'il croit. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Si Bazoum, président, n'avait pas compris cela, je pense que Bazoum, qui n'est plus président, est aujourd'hui en train de se rendre compte de la véritable réalité. Bazoum a trahi son pays, j'espère qu'il ira en prison pour ça. À bas les présidents qui trahissent et qu'on laisse en liberté. À bas les détourneurs de fonds publics et qu'on laisse en liberté. À bas les criminels et qu'on laisse en liberté. À bas les corrupteurs et qu'on laisse en liberté. Le temps est arrivé de faire payer à tous les présidents qui gouvernent mal, qui volent, qui piquent, qui emprisonnent injustement, qui corrompent en liberté. Après leur perte de pouvoir, jugez-les. S'ils sont coupables, condamnez-les. Ceci étant dit, la team, je vous laisse en commentaire le soin d'apporter vos avis. Comme j'ai dit au début, likez, partagez.